Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau de choix du programme de NSI en terminale, les listes chaînées. C'est une structure de données qui est non seulement super élégante, mais aussi ultra puissante. Et surtout, elle est absolument incontournable pour le bac. Alors l'objectif est simple, on va tout décortiquer ensemble pour que ce soit limpide le jour J. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. J'ai une question pour toi. Une question qui a l'air simple mais qui cache un énorme problème. Comment ça se fait qu'une opération aussi basique, genre ajouter un élément tout au début d'une liste, puisse coûter 1 million d'opérations pour une liste d'1 million d'éléments? C'est un peu fouignon. Eh bien, c'est ce paradoxe qu'on va résoudre aujourd'hui. Alors, le coupable, le voilà, c'est le fonctionnement interne des listes Python. Parce qu'en fait, une liste en Python, ce n'est rien d'autre qu'un tableau. Regarde bien ce schéma. Quand on veut insérer un nouvel élément tout au début, en position 0, l'ordinateur n'a pas le choix. Il doit décaler, un par un, absolument tous les autres éléments pour faire de la place. Et cette opération de décalage massif, c'est ça qui est juste horriblement lent et coûteux en performance. Bon, pour y voir clair, voilà notre plan de bataille pour aujourd'hui. D'abord, on va décortiquer ce fameux piège des listes Python. Ensuite, on va modéliser notre solution, la liste chaînée. Après ça, on verra comment on manipule tout ça avec deux approches, le récursif et l'itératif, puis le nerf de la guerre, l'analyse de la complexité. Et enfin, on terminera avec une méthode en béton pour le bac et une synthèse de tout ce qu'il faut absolument avoir en tête. Allez, première étape. On va vraiment mettre le doigt sur le problème. C'est super important de bien comprendre pourquoi les listes Python, classiques, sont parfois un vrai cauchemar de performance. C'est en saisissant bien le problème qu'on va vraiment apprécier la solution géniale qu'apportent les listes chaînées. C'est la base de tout notre raisonnement. Bon, techniquement, d'où ça vient ce bazar? De la mémoire. Il faut imaginer que les éléments d'une liste Python sont stockés bien sagement, les uns à côté des autres, dans des cases mémoire qui se suivent. Il n'y a pas de trou entre eux. Du coup, si tu veux insérer une nouvelle valeur au début, il faut d'abord créer une nouvelle case, puis pousser le premier élément, qui va pousser le deuxième, qui va pousser le troisième. C'est un véritable effet de domino. Et ça, c'est lent. Face à ce problème de performance, l'informatique nous offre une solution, une approche complètement différente. L'idée, au lieu de ranger les éléments côte à côte, on va les relier entre eux. Un peu comme les maillons d'une chaîne. On passe d'une structure super rigide à quelque chose de beaucoup plus flexible. Et ça, c'est la démarche scientifique qu'on adore en NSI. On parle d'un problème, on imagine un modèle abstrait, et hop, on le transforme en code Python. Et le cœur de ce nouveau modèle, la brique de base de notre construction, c'est ce qu'on appelle la cellule. Imagine une brique de Lego. Cette brique, elle contient deux choses, et c'est tout. D'un côté, une donnée, ce qu'on appelle la valeur, et de l'autre, un pointeur, qui est juste une flèche, une indication qui dit « la prochaine cellule se trouve à tel endroit en mémoire ». C'est cette flèche qui crée la chaîne, qui tisse le lien entre tous les éléments. Et là, c'est là que ça devient génial. C'est le passage de l'idée au code. Regarde, à gauche, on a le modèle abstrait, des boîtes, des flèches, simple. Et à droite, sa traduction littérale en Python. C'est une simple classe, cellule, avec juste deux attributs. Self.valeur, qui stocke notre donnée, et self.suivante, qui est notre flèche, notre pointeur. On vient de transformer un dessin, une idée, en du code qui fonctionne. Ok, maintenant qu'on a notre structure, il faut bien apprendre à la manipuler. Et pour ça, en programmation, on a deux grandes approches, deux philosophies. D'un côté, l'itératif, on utilise des boucles genre while ou for. De l'autre, le récursif, là ce sont des fonctions qui s'appellent elles-mêmes. Et attention, ce n'est pas juste une question de style, c'est un vrai choix stratégique qui va avoir un impact énorme sur l'efficacité et la clarté de notre code. Et là, attention, alerte bac, je veux être hyper clair là-dessus. La maîtrise de ces deux approches, la récursive et l'itérative, c'est un attendu fondamental de l'épreuve. On peut te demander d'écrire une fonction des deux manières ou d'analyser un code récursif. Bref, il faut savoir jongler avec les deux. C'est non négociable. Prenons un exemple concret. Calculer la longueur d'une liste. La version récursive, c'est assez élégant. La logique, c'est quoi? C'est que la longueur d'une liste, c'est 1 plus la longueur du reste de la liste. Donc la fonction va s'appeler sur lst.suivante, puis sur lst.suivante.suivante, et ainsi de suite. On plonge, on empile les appels, jusqu'à arriver au cas de base, une liste vide, none, dont la longueur est 0. Et à partir de là, on remonte. La pile d'appels se dépile, les 1 plus 2 s'exécutent, et on obtient le résultat final. Et maintenant, la version itérative. Là, c'est beaucoup plus direct, plus terre-à-terre. On prend un compteur, on le met à 0. On crée une variable, appelons-la C, qui va servir de curseur et qui démarre au début de la liste. Et ensuite, c'est simple. Tant que notre curseur n'est pas arrivé au bout de la chaîne, while C is not none, eh bien, on avance d'un cran et on incrémente notre compteur. On parcourt la liste cellule par cellule.
C'est simple, c'est direct. Ok, on arrive maintenant au cœur du réacteur. C'est le critère décisif pour évaluer un algorithme. Parce qu'en informatique, écrire un code qui marche, c'est le minimum. Le vrai défi, c'est d'écrire un code qui marche efficacement. L'analyse de complexité, c'est notre outil pour ça. C'est ce qui nous permet de juger, de comparer nos algorithmes et de prédire s'ils seront rapides ou lents avant même de les lancer. Prenons un autre exemple. Renverser une liste. La version récursive, la première qui vient à l'esprit, elle est super élégante. L'idée c'est, pour renverser une liste, je renverse tout le reste de la liste et je colle le premier élément à la toute fin. Ça se code en 2 lignes, c'est presque poétique. Mais cette élégance cache un piège de performance qui est absolument redoutable. Et le piège, le voilà. Tenez-vous bien. Pour renverser une liste de seulement 1000 éléments, cette jolie fonction récursive a effectué près d'un demi-million d'opérations. Un demi-million. C'est un désastre total. Et pourquoi ? Parce qu'à chaque appel récursif, pour rajouter l'élément à la fin, elle est obligée de reparcourir toute la sous-liste qu'elle vient de construire. Et ça, c'est le moment où on comprend qu'une idée élégante peut produire un algorithme catastrophique. Alors mettons ça face à face. Le combat des complexités pour la fonction renversée. D'un côté, notre version récursive naïve. Sa complexité est en O de n carré. On dit quadratique. C'est le signal d'alarme d'un algorithme qui va ramer sur de grosses listes. De l'autre, la version itérative. Elle ne fait qu'un seul parcours de la liste. Sa complexité est en O de n, linéaire. Et la différence entre les deux n'est pas petite, elle est colossale. Pour le bac, savoir faire cette différence, c'est juste indispensable. Bon, assez de théorie, passons à la pratique et surtout à la méthode pour le bac. Parce que c'est bien beau de connaître tout ça, mais le jour de l'épreuve, sous la pression, il faut savoir l'appliquer. Alors voici une méthode, une stratégie pour aborder n'importe quel exercice sur les listes chaînées sans paniquer. Voici ta checklist de résolution. Étape 1, on analyse le problème. De quoi s'agit-il ? Un parcours ? Une modif ? Étape 2, et ça c'est crucial, on prend un papier, un crayon et on dessine. On modélise la liste avant, la liste après, on joue avec les flèches, les pointeurs, ça sauve la vie. Étape 3, on identifie le cas de base, le cas d'arrêt. C'est la clé de voûte en récursive. Étape 4, seulement maintenant, on code, proprement. Et enfin, étape 5, celle que tout le monde oublie, on teste les cas limites. La liste vide, la liste avec un seul élément, c'est là que tu vois si ton code est vraiment solide. Allez, on termine avec la synthèse, l'essentiel à retenir. Considère ça comme ta fiche de révision express pour le jour J. Tout ce qu'il faut avoir en tête, c'est ici. Ce tableau, il résume parfaitement le match. Liste Python contre liste chaînée. Chaque structure a ses points forts et ses points faibles. La liste Python, elle est imbattable pour l'accès direct. Tu veux le IM élément, c'est instantané, O2-1. Par contre, la liste chaînée, c'est elle la championne pour ce qui nous intéressait, l'insertion ou la suppression au début. C'est une simple manip de pointeur, c'est en O2-1. C'est la solution à notre problème de départ. Et pour finir, voici les points indispensables, ce qu'il faut savoir réciter même en pleine nuit pour le bac. Premièrement, la structure cellule, avec sa valeur et sa suivante. Deuxièmement, la fin d'une liste est toujours marquée par none. Troisièmement, savoir écrire un parcours itératif avec une boucle while. Quatrièmement, savoir écrire la version récursive avec son cas de base. Et enfin, le plus important peut-être, comprendre la différence de complexité entre ODN et ODN carré. Si tu maîtrises ça, tu as les clés en main. Voilà, on a vu le pourquoi du comment, les avantages, les pièges à éviter. Alors la vraie question maintenant, pour toi, ce n'est plus seulement de savoir coder une liste chaînée, c'est de savoir quand l'utiliser. Savoir choisir la bonne structure de données pour le bon problème. C'est ça le cœur de la NSI. Pas juste pisser du code, mais raisonner, analyser et faire des choix intelligents. C'est ça qu'on attend de toi au bac et pour tous tes futurs projets. Allez, bonne révision!